Dimanche soir, presque 33 millions de Français sont allés voter pour les élections législatives. Une première depuis les élections de 1997. Cet engouement démocratique est surtout un échec cuisant pour Emmanuel Macron, arrivé en 3e position. Sa soi-disant stratégie de lutte contre le Rassemblement national n'a servi que de marchepied. Au lendemain du premier tour, l'extrême droite est aux portes du pouvoir en France. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Le Rassemblement national a été choisi par près de 11 millions de nos concitoyens et a gagné le cœur des Français. Il n'est plus ce monstre immonde et infréquentable, mais il est courtisé par les magnats industriels de notre pays et accueilli avec déférence sur les plateaux de télévision. Ces élections législatives hasardeuses représentent un danger mortel pour notre démocratie et notre champ politique. Elles sont la fin d'une parenthèse politique ouverte il y a 7 ans par le dynamitage des structures politiques existantes par Emmanuel Macron. Pour quiconque est attaché à la démocratie, aux libertés et aux droits humains, les résultats du premier tour sont le scénario du pire. Les idées racistes et xénophobes ont fait carton plein. Cependant, il y a un second tour et rien n'est joué. Ne vous fiez pas aux projections de sièges. La partie ne fait que commencer. Tout va dépendre d'un électorat bien particulier, les macronistes et de leur chef, Emmanuel Macron. Sa marge de manœuvre est inexistante. S'il ne veut pas qu'on se souvienne de lui comme de Néron qui contemplait Rome ravagée par l'incendie en jouant de la harpe sur le Quirinal, Macron ne peut pas se permettre de regarder la France embrasée par la xénophobie et jouer le confusionnisme. De sa position et du sens moral de ses électeurs dépendent le sort de la France. Comme le disait Léon Blum, la moralité consiste essentiellement en le courage de faire un choix. Le choix est devant nous, c'est le second tour. Alors de quoi ces élections sont-elles le nom ? Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Le Front républicain va-t-il tenir ? Qu'est-ce qui menace la démocratie exactement ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau décryptage politique pour Blast. Première partie, que s'est-il passé hier ? C'est littéralement un raz-de-marée de vote d'extrême droite qui s'est produit. Le Rassemblement national et ses alliés ont récolté 33,2% des voix, devant le nouveau Front populaire à 28% et le camp présidentiel à 21%. La participation a atteint près de 67% pour ce premier tour. Un chiffre encore jamais vu au XXIe siècle, bien plus élevé qu'en 2022 où 47,5% des électeurs s'étaient mobilisés. Premièrement, ça nous dit une chose importante. La victoire du Rassemblement national n'est pas le fait des abstentionnistes. Même lorsqu'il y a une participation record, elle mène vers l'extrême droite. Et ça marque un tournant dans les analyses politiques. Près de 10,6 millions de personnes ont voté pour le Rassemblement national au premier tour des législatives. C'est 6 millions de plus qu'aux législatives de 2022, c'est-à-dire une progression phénoménale en 2 ans. Dans une majorité de circonscriptions, 305 pour être précise, se dessinent des triangulaires, c'est-à-dire la qualification de 3 candidats pour le second tour de l'élection. Le Rassemblement national est en tête dans l'immense majorité des circonscriptions et une quarantaine de ces candidats ont été élus députés dès le premier tour, avec plus de 50% des voix. La seule façon de ne pas aller vers une majorité absolue pour l'extrême droite serait que les candidats faisant face ensemble au Rassemblement national s'allient. Seulement, il y a une spécificité cette fois par rapport à toutes les autres élections précédentes. C'est que le barrage à l'extrême droite n'est plus du tout aussi solide qu'avant. Souvenez-vous, Emmanuel Macron a tracé un signe égal, très clair, entre ce qu'il qualifie d'extrême gauche et d'extrême droite. Les choses sont donc simples aujourd'hui. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes. Dans la foulée de l'annonce des résultats, Emmanuel Macron priorisait cependant la lutte contre l'extrême droite en appelant à, je cite, un large rassemblement contre le RN, clairement démocrate et républicain, sans que l'on ne sache si démocrate et républicain inclut, selon lui, les candidats de la France insoumise. Gabriel Attal, lui, semble appeler à faire barrage et lui aussi emploie cette expression des valeurs de la République. Dans plusieurs centaines de circonscriptions, nos candidats Ensemble pour la République seront présents au second tour et constitueront donc le meilleur choix pour éviter que le Rassemblement national ne dispose d'une majorité absolue. Dans d'autres circonscriptions, et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles, cela passera par le désistement de nos candidats dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République.
Il a même annoncé sacrifier la réforme de l'assurance chômage pour faciliter la mise en place d'un front républicain. Le problème, c'est qu'aucune consigne de vote claire n'est donnée, là où ça a été fait sans ambiguïté à gauche. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Aussi, nous appelons tous les candidats, toutes les candidates qui ont fini 3e dans une triangulaire face au Rassemblement national à se désister immédiatement. Et nous appelons à voter de manière claire, sans tergiverser, sans hésiter, pour tous les candidats républicains, démocrates, de droite ou de gauche qui se retrouvent face au Rassemblement national. Résultat, déjà, des figures de la Macronie refusent de participer à ce barrage, à l'image de Prisca Thévenot, Bruno Le Maire, Aurore Berger ou encore Édouard Philippe du parti Horizon, allié d'Emmanuel Macron. Aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise. Je combats le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Écoutez, moi je vais réagir à ce que vient de dire Bruno Le Maire parce que je suis, 1, atterrée et 2, extrêmement en colère. On vous sent très ému. Très ému, parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement national. Et ce que vient de faire Bruno Le Maire, c'est un comportement de lâche et de privilégié. C'est hors sol, c'est lunaire et c'est pas à la hauteur de l'histoire. Au sein de la France insoumise, je fais le distinguo. Excusez-moi de faire du cas par cas, excusez-moi d'être nuancé. Je ne traite pas de la même façon Caroline Fiat et Monsieur Guiraud. Eh bien, permettez-moi de considérer que Caroline Fiat est une grande républicaine et une aide-soignante humaniste que j'ai pu côtoyer et qui déplorait le bordel ambiant à l'Assemblée nationale, et que de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui n'adhère pas aux valeurs de la République. Pour l'instant, on assiste donc à des retraits au cas par cas. Loïc Signor, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça donne dans votre circonscription face à Louis Boyard ? Je suis 3e, derrière la candidature de Louis Boyard et celle d'un candidat d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national. Les résultats définitifs ne sont pas totalement... Vous êtes en capacité de vous maintenir ? Oui. Et donc vous vous maintiendrez ? Sans doute. Compte tenu des profils qui sont au second tour, il n'y a pas de logique ici de désistement républicain. Exactement. Du côté du parti Les Républicains, ou plutôt ce qu'il en reste, pas question de faire barrage à l'extrême droite. L'ennemi numéro 1, c'est la gauche. Vous voteriez au 2e tour pour le Rassemblement national. Non. J'ai dit que le danger qui guette notre pays aujourd'hui, c'est l'extrême gauche avec laquelle vous avez fait alliance, monsieur Faure. Alors concrètement, il s'agit pourtant d'empêcher le Rassemblement national de gouverner. Car il est mathématiquement impossible que la France insoumise puisse avoir une majorité. Par contre, il est extrêmement probable que le Rassemblement national en ait une. Tout refus de faire barrage avec la gauche revient donc à laisser le Rassemblement national gouverner. De plus, il y a encore 30% d'abstentionnistes. 17,2 millions de Français qui pourraient être convaincus de se rendre aux urnes et dont nous ignorons le vote potentiel. Pour ce qui est de la sociologie électorale, il est éloquent de noter que les plus jeunes sont de très loin les plus à gauche du pays, puisque 48% des 18-24 ans ont voté pour le Front populaire, alors que seulement 18% des plus de 70 ans se sont dirigés vers ce vote. A contrario, ce sont eux qui votent principalement pour Emmanuel Macron, tandis que la tranche d'âge des 50-59 ans vote à 40% pour le Rassemblement national, le taux le plus haut du pays. On préfère le rappeler. Les projections de l'Assemblée nationale sont à prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'elles ne prennent pas encore en compte les désistements. Mais ce qu'on voit clairement, c'est que sans désistement, c'est la majorité absolue assurée pour le RN. Et dans tous les cas, il est extrêmement probable que le Rassemblement national obtienne la majorité, même relative, ce qui lui assurera des dotations publiques d'au moins 20 millions d'euros et en fera le parti le plus puissant de France. Deuxième partie. Comment en est-on arrivé là ? Ces résultats apocalyptiques sont directement la conséquence de la politique macronienne. En effet, Emmanuel Macron, ce Néron des temps modernes, a attisé les braises de l'incendie qui nous consume aujourd'hui. En se reposant sur le barrage contre le Rassemblement national, Macron a légitimé la position et les discours du Rassemblement national. Mais pour que l'appel au barrage républicain fonctionne, il faut que le RN soit haut et représente une menace pour convaincre l'électorat de gauche de voter pour lui. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron a construit sa stratégie médiatique, en imposant toujours ce duel nauséabond entre lui et l'extrême droite. En faisant cela, il crédite ce parti ultralibéral et xénophobe d'être la seule véritable alternative au macronisme, puisqu'il ne reconnaît qu'elle. Et c'est ce que les Français ont compris. Pour vaincre Macron, ils votent Le Pen. Pour essayer de contrer la puissance électorale du RN engendrée par cette stratégie, Macron a utilisé la triangulation.
qui n'a rien à voir avec les triangulaires. C'est une théorie en stratégie politique où vous occupez le terrain politique de votre adversaire pour l'affaiblir. Vous reprenez ces thèmes pour séduire son électorat. La politique de Macron est une politique répressive, anti-immigration, conservatrice et néolibérale. C'est la réforme des retraites pour les patrons conservateurs, la loi sécurité globale pour la droite de l'ordre, la loi immigration pour un peu tout ça réuni. Des gages à la droite radicale, Macron en a donné. Malheureusement pour nous, son calcul n'était pas bon. L'électeur Le Pen votera Le Pen contre Macron. La seule conséquence que cette stratégie a eue, c'est de valider les délires migratoires de la droite xénophobe. Quand un ministre fait adopter une loi que le RN estime être une victoire idéologique, ces délires deviennent une réalité médiatique et politique. Les citoyens y croient et donc votent. L'Afrique, avec 1,4 milliard d'habitants, va se déverser dans l'Europe, impuissante. Et ça en sera fini de nos vieilles nations. Moi, je ne veux pas. Je n'accepte pas que les évêques nous laissent mourir. Moi, je veux pas mourir. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. Comme les marins en mer. Il a raison de dire que c'est un drame, un marin qui meurt en mer, un migrant qui meurt en mer. Mais moi, je veux pas mourir. C'est mon pays. Ce sont mes racines. La position de Macron vis-à-vis de l'extrême droite est ainsi objectivement trouble, tant il s'est compromis politiquement avec elle. Même ses méthodes de gouvernement sont brutales et seront utilisées comme des modèles par les responsables nationalistes. Combien de fois a-t-il promis qu'il changerait ses méthodes de gouvernement ? Une méthode nouvelle, et vous le verrez sur plusieurs sujets, une volonté d'avoir une approche différente. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau. Je veux que ce soit 5 années de renouvellement complet. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée. Mais l'histoire nous a appris qu'il en était autrement. Il a été à chaque fois aussi intransigeant et brutal. Pour se sortir de ces passes médiatiques douteuses, il a souvent utilisé la menace du chaos politique. Ce n'est pas lui qui ne fait aucun effort, ce sont les autres partis qui rendent la situation ingouvernable. Après son échec aux législatives de 2022, plutôt que de faire de réelles concessions pour obtenir la majorité au Parlement, il s'est encore isolé et a dirigé comme un empereur en fin de règne, usant du 49-3 à tour de bras. Partout ailleurs en Europe, quand un parti perd la majorité au Parlement, il fait de grosses concessions pour obtenir la majorité. Theresa May l'a fait pendant le Brexit, Angela Merkel l'a fait avec les libéraux. C'est une vieille tradition parlementaire. Mais Emmanuel Macron a installé sa vision du pouvoir en France. Rechercher le compromis politique est un signe de faiblesse. Un chef, c'est fait pour cheffer. Et le RN ne s'y est pas trompé en reprenant cette rengaine à son compte. Jordan Bardella a indiqué qu'il refuserait d'être Premier ministre sans majorité absolue parce que ce serait le chaos politique. En présentant le risque d'absence de majorité comme le chaos politique, le RN fait du Macron. C'est moi ou le chaos. La convergence des stratégies du RN et du camp macronien est troublante. On l'a vu, le discours abject du contre-barrage républicain est ressorti. Si Néron, en fin de règne, inventait des complots contre Rome, Macron, lui, invente des complots contre la République. Il doit toujours garder la main, il ne peut pas s'avouer vaincu. Et hier, alors que notre Rome brûle, Macron est resté dans son château à regarder, indécis, l'incendie. Je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi, je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Mais rien de tout cela n'est nouveau. Et au siècle dernier, les patrons avaient eux aussi préféré Hitler au Front populaire, pour les résultats qu'on connaît. Troisième partie, les dangers du RN au pouvoir. Ce qui se joue cette semaine, c'est notre volonté ou non de rester en démocratie. Tous les alliés du Rassemblement national en Europe ont saccagé les institutions, la justice, la presse et les droits humains suite à leur arrivée au pouvoir. Le gouvernement hongrois a créé une fondation de la presse, entraînant le transfert de 476 médias à une fondation pro-pouvoir et des journaux d'opposition ont rapidement été fermés. En Italie, la télé publique subit un contrôle asphyxiant du pouvoir. Des journalistes sont mis sous tutelle, tandis qu'en Pologne, les médias ont carrément été mis sous contrôle via une série de lois. Et devinez quelle est l'une des principales mesures que le Rassemblement national veut mettre en place ? Privatiser le service public audiovisuel. Cette émission d'Usul et Lumi détaille très bien ce qu'il pourrait arriver à notre espace médiatique en cas de victoire de l'extrême droite. Quand les fascistes reviendront, ils auront le parapluie bien roulé sous le bras et le chapeau melon, écrivait George Orwell. Il aurait pu remplacer ça par un costume cravate. Chaque vote va compter. Les scores sont serrés. La majorité absolue ou non peut se jouer à un seul député. Et en l'absence de barrage solide, seuls les votes des abstentionnistes peuvent nous éviter de basculer dans l'incertitude la plus totale. Car c'est de cela dont il est question. Il y a 1000 nuances d'autoritarisme ou même de fascisme, et il est impossible de savoir avec certitude dans laquelle nous plongeons. Mais voulons-nous vraiment essayer cela ? Le RN visera en premier les médias. Comme Usul et Lumi l'ont montré avec clarté, la fortune politique du RN s'est faite sur celle du groupe Bolloré. La bollorisation générale de l'espace public médiatique permettra d'étouffer les dissidences publiques et celle qui résistera sera poursuivie
et sanctionnés. Les risques du RN au pouvoir sont colossaux, surtout s'ils ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ils pourront faire quasiment ce qu'ils veulent sur l'immigration, la presse, l'environnement, l'école, les droits LGBT. La communauté LGBT, c'est une cible facile, c'est un peu... on tape sur eux d'abord, et ça dérange pas beaucoup de gens en vérité, mais ça commence par les personnes LGBT et en général par les personnes trans. Ils pourront détricoter toutes les lois écologiques, autoriser les insecticides tueurs d'abeilles, supprimer toutes les incitations à l'écologie. Ils pourront défaire la loi qui reconnaît le mariage pour tous, attaquer les droits LGBT et réduire les droits reproductifs. Dans une prémonition morbide mais bienvenue, l'inscription de l'IVG dans la Constitution est une protection cruciale mais si fragile. Avec une assemblée de petits députés nationalistes bien disciplinés, ils pourront parachever l'œuvre macronienne et finir de fossoyer les services publics en détruisant le système de contribution sociale. Il n'y a pas de service public de qualité, peu onéreux et ouvert à tous, sans impôts. La réduction tous azimuts des contributions sociales ne mènera qu'à la destruction de nos services publics. Et si nous manifestons, ils pourront passer des lois encore plus répressives. Avec un pouvoir nationaliste, la violence sociale sera exacerbée partout. L'impunité policière sera complète. Les angoisses terroristes et identitaires seront poussées en permanence pour justifier un contrôle de plus en plus lourd sur la société. Avec Jordan Bardella, nous allons construire un gouvernement de droite, capable de rétablir l'ordre dans nos rues. Un gouvernement capable de combattre sans lâcheté ni laxisme l'immigration de masse. Un gouvernement capable de reconstruire la prospérité de notre pays en défendant la France qui travaille. Les extrêmes droites, quand elles arrivent au pouvoir, elles y restent. À l'Assemblée, ils pourront modifier le code électoral à leur guise, découper les circonscriptions comme ils le souhaitent, accorder les crédits pour les projets de leurs alliés et refuser ceux de l'opposition. Partout où l'extrême droite est passée, elle a utilisé la même méthode. Instrumentaliser l'État pour garder le pouvoir aussi longtemps que possible. Que ce soit en s'attaquant au judiciaire en Pologne et en Hongrie, ou en fomentant un coup d'État comme aux États-Unis, perdre le pouvoir n'est pas une option pour l'extrême droite. Le meilleur moyen de ne pas avoir à reprendre le pouvoir à l'extrême droite, c'est encore de ne jamais le lui donner. Tenter l'expérience nationaliste, c'est tomber dans un néant intellectuel et moral. Le RN nous fera vivre dans une France bête et méchante. On hésitera beaucoup à aller manifester. On se désintéressera de la politique. On isolera ceux qui ne seront pas comme la majorité, les personnes non blanches, les personnes en situation de handicap, les opposants, les artistes, les homosexuels, les SDF, les chômeurs. On détruira tous les liens sociaux organiques. On fera se dénoncer les voisins au nom de l'ordre et de la sécurité. On fera profil bas et on acceptera des ordres de plus en plus déshumanisants pour ne pas s'opposer au système totalitaire qui se construit. On perdra notre recul critique. Critiquer voudra dire s'opposer, et s'opposer, ce sera mal. On en viendra à une servilité imbécile d'un ordre inique. On se dira que ceux qui souffrent le méritent. Ils ne travaillent pas assez, ne devraient pas être là, ou auraient dû faire d'autres choix. Contre cette bête immonde, à nous, citoyens attachés aux valeurs humanistes, de faire notre devoir. Nous sommes allés voter en masse hier, et il faudra faire la même chose dimanche prochain. Mais il reste encore un travail immense à accomplir pour nous éviter le pire. Parce que ces clés, ce sont surtout Emmanuel Macron et les macronistes qui les ont. Alors si vous connaissez des macronistes dans votre entourage ou des abstentionnistes, il reste moins d'une semaine pour faire de la pédagogie. Allez leur dire qu'il reste encore une chance pour que Macron ne se transforme pas définitivement en Néron. Allez leur dire qu'on peut discuter avec la gauche, que la politique continuera avec le nouveau Front populaire, mais qu'elle s'arrêtera avec l'extrême droite. Qu'elle s'arrêtera dimanche s'ils n'arrivent pas à faire ce que les citoyens de gauche ont fait depuis tant d'années pour la République. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Nous n'en avons pas fini avec ce cycle électoral. On se retrouvera la semaine prochaine pour décrypter avec vous les résultats du second tour. Et moi, je reviens très bientôt sur Blast avec une nouvelle vidéo en collaboration avec Paloma Moritz pour essayer de vous dépeindre à quoi ressemblerait exactement une France sous Rassemblement national. Vous me retrouverez à la fin du mois pour décrypter davantage en profondeur les perspectives politiques de nos institutions après les résultats du second tour. D'ici là, on vous laisse avec cette citation, souvent galvaudée mais si pertinente aujourd'hui. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Les monstres, c'est à nous de les conjurer dimanche prochain.